Voilà, salut Gwenaël, merci Bonjour d'avoir Robin, accepté ça va? l'invitation. Apparemment, tu vas très bien. Oui, ça va. Et toi, comment tu vas? Ouais, très bien, ça va. Il y a pas de souci. Donc, pour appeler, l'objectif, c'est vraiment d'organiser ces entretiens de partage d'espérance de vie pour, entre guillemets, alerter les autres sur différentes difficultés qu'on pourrait avoir lorsqu'on se lance. L'idée, c'est vraiment ce côté-là. Les gens ont vécu des choses, que ce soit professionnelles ou dans leur vie privée, c'est ça qu'on appelle l'espérance de vie. Et ils ont des leçons de vie qui peuvent éviter à d'autres de perdre trop de temps dans certaines directions. On va dire ça comme ça. Complètement. Donc, on a coutume de se présenter brièvement. Je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, voilà. Alors, je m'appelle Gwenaëlle, du coup. Je suis sophrologue depuis presque 6 ans maintenant, même si le parcours est périlleux, mais voilà. Et actuellement, j'accompagne des enfants hypersensibles dans le domaine, on va dire, scolaire, mais aussi sur l'aspect émotionnel. Donc, on va dire que je cumule l'accompagnement et sur le côté éducatif et sur l'aspect, émotionnel, mental, donc voilà, c'est Good, ce que je good, fais en ce good. moment. C'est largement suffisant. Moi, c'est Aubin Eudou, cofondateur de Kirchman, qui a pour objectif d'aider les gens à se réaliser pour atteindre l'accomplissement intérieur. Donc, concrètement, c'est des gens qui veulent matérialiser des projets de changement de vie, que ce soit de changer de job, de travail, se reconvertir, devenir entrepreneur, améliorer sa vie sentimentale, devenir artiste, peu importe la forme que ça prend. L'idée, c'est vraiment de laisser exprimer les parties de nous qui souffrent, on va dire ça comme ça, et de pouvoir donc dépasser les peurs qu'il y a sur le chemin, les turbulences, surtout en phase de démarrage. OK, on va commencer par le vif du sujet. Tu as dit que tu es sophrologue, aujourd'hui tu accompagnes les gens sur le domaine de l'hypersensibilité, gestion des émotions et tout. Qu'est-ce qui t'a motivé, hein? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir sophrologue? Alors, depuis jeune, j'ai toujours eu cet intérêt pour le corps humain, l'être humain, la compréhension du fonctionnement humain. Donc, très jeune, je m'intéressais déjà à ça, c'était ma passion. Donc, je m'intéressais à comment l'humain fonctionnait, et puis de fil en aiguille, je me suis intéressée à la psychologie humaine, donc ça, c'est plus vers l'adolescence. Et puis au moment où il a fallu faire un choix après le bac, le fameux choix post-bac, je me suis rendu compte que le choix de la médecine conventionnelle n'était pas ce qui me convenait le mieux. J'ai fait un peu le tour et la psychologie non plus, c'était pas tout à fait ça. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à je me suis mise à chercher en fait, la voie qui pourrait exactement me correspondre et là, je me suis rendu compte que ça devenait un peu compliqué et qu'il y avait pas, une voie précise, pour moi. Donc il fallait que je commence à chercher, je me suis mise en quête, de pourquoi, la médecine conventionnelle ne me convenait pas, pourquoi la psychothérapie, la psychologie pure ne me convenait pas non plus. Je me suis dit que peut-être il fallait que ce soit un mélange des 2. Et puis, j'ai compris finalement, de fil en aiguille que je voulais soigner en fait, l'aspect émotionnel et quand j'ai découvert ça, ça a été, un grand soulagement, heu et donc j'ai compris que j'avais pas fait d'erreur, que je n'aurais pas été très à l'aise, en fac de médecine ni en fac de psycho. Parce que moi, ce que je voulais, c'était étudier les émotions, apprendre à les détecter, à les gérer, à les libérer. Et puis pareil, le chemin a continué. Je me suis dit donc, dans quelle école, dans quelle structure je pourrais apprendre ça? Il y avait aucun nom encore, là-dessus. Donc j'ai cheminé de mon côté, j'ai fait d'autres études, en parallèle, j'ai travaillé, jusqu'à un jour, entendre ce terme de sophrologie. Alors quand j'ai entendu parler de sophrologie, je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais j'ai su tout de suite que c'était pour moi, juste au nom.
ça a résonné plutôt fort et donc voilà, j'ai entrepris directement les démarches. Je me suis intéressée à ce que c'était quand j'ai compris que c'était pour, faire un travail de gestion émotionnelle, d'accompagnement humain, je me suis dit: «Là, OK, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce que je veux, il y a tout ce qui me parle» et je me suis lancée. Hmm. Ah, ça c'est bien ça. C'est très illustratif du mot quête qui est Voilà. en zigzag. Oh. Ah oui, ça a pas été fluide, hein. Ça a pas été linéaire non plus. Ça, c'est clair. Donc, mais c'est ça que c'est très illustratif. Ça m'a fait penser à ouais, que du coup, ça permet de bien illustrer que entre le moment où on se rend compte que on veut, on a entre guillemets, un appel, mettre les mots dessus et détecter exactement ce que c'est, ça se fait pas du premier coup. Par moment, il y a des choses, on sait juste ce qu'on veut pas, mais ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'on veut. Exactement. Mmh. Et voilà. Ben, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Tu as parlé du côté émotionnel, tu as parlé un peu du côté de la sophrologie qui a résonné en toi et de la confirmation que tu as eue par la suite. Qu'est-ce qui, à quel niveau est-ce que le côté éducatrice intervient du coup dans l'aspect sophrologie que tu fais? Je pense que c'est intervenu, heu, bien avant ou en même temps, c'est assez flou, mais je dirais quand même avant parce que j'ai toujours aimé, apprendre déjà. Donc même si je ressentais que que les programmes éducatifs à l'école, c'était pas ce qui m'intéressait le plus, mais je prenais quand même du cœur à apprendre. J'aimais apprendre, j'aimais rentrer le soir avec, des nouvelles connaissances, et donc je tout de suite, quand j'ai commencé à avoir 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à aider les enfants autour de moi, le voisinage, à améliorer, les parents qui cherchaient des accompagnants pour, faire les devoirs, ce genre de choses. Donc ça a commencé comme ça. Je me suis fait les 1ers, les 1ers sous comme ça en aidant, quelques enfants autour de moi et puis en grandissant, ça s'est, accentué. J'ai commencé à donner des cours de français, puis des cours de philo, et puis j'ai continué comme ça. Après j'ai travaillé avec des structures en parallèle. Heu, j'ai enseigné un peu le droit aux premières années quand j'ai commencé à atterrir, en fin de licence. Et puis je me suis dit: «Finalement, l'enseignement, c'est aussi quelque chose que j'aime. En fait, c'est de la transmission, c'est aussi de l'accompagnement, c'est aussi de l'humain». Il y a aussi de l'émotionnel, même s'il est un peu plus subtil. Heu et je crois qu'aujourd'hui, je me dis que les 2 vont de pair et que je pourrais pas peut-être pas forcément faire l'un sans l'autre, donc voilà. Ça, c'est très riche, ça. J'étais sur 2 chemins parallèles entre la transmission, on va dire éducative et scolaire et puis l'aide et l'accompagnement émotionnel. Mhm. Ça me parle beaucoup, ça. Ça me parle beaucoup. Parce que je crois que je suis dans un truc pareil, peut-être Ouais, à une autre échelle, c'est un autre domaine. Et du d'accord. coup, quelles ont été tes peurs avant? Parce que entre le moment de se dire, OK, je vais être sophrologue, le moment où on y va réellement, c'était quoi les peurs que tu as eues, surtout avant de te lancer? Alors, avant de me lancer, je crois qu'il y avait plus peur qu'autre chose. Je sais même pas, même aujourd'hui, comment j'ai fait pour passer le cap parce qu'en réfléchissant avec le recul, je me dis: «Il y avait aucune, j'avais aucune sécurité, vraiment». Donc les premières peurs, évidemment, ça a été le fait que, mon entourage ne me soutienne pas, ne me comprenne pas et ne m'accompagne pas, parce que c'était déjà nouveau pour moi, c'était, nouveau pour le monde aussi. Je m'engageais dans quelque chose qui parlait à très peu de personnes. Et je me suis dit: «Si j'ai personne pour m'aider, pour me comprendre et pour me soutenir un minimum, je sais pas comment je vais pouvoir arriver jusqu'au bout». Ensuite, je dirais que la deuxième peur, ça a été le fait de me demander si je vais pouvoir en vivre. Je me suis dit, «Voilà, je suis en train d'interrompre des études, c'est quand même» enfin, je le voyais comme un échec à l'époque. Si je m'engage dans quelque chose pour lequel je suis même pas, soutenue et en plus je réussis pas et j'en vis pas, mais alors là, ce sera la totale. La totale. Ah oui, là, ça je vais tout cumuler d'un coup et puis, la troisième peur, je dirais que, oui, c'est de m'engager dans quelque chose, une discipline, un métier dans lequel je suis pas crédible et ça, c'est arrivé très vite parce que j'étais très jeune, dans ma promotion.
Quand je suis arrivée en école de sophrologie, toutes les personnes avaient déjà eu une vie, en fait. Il y avait beaucoup de gens en reconversion qui avaient entre 40, 50, 60 ans et moi, j'étais là avec ma vingtaine. Les gens pensaient que j'avais encore rien vu de la vie et ils se demandaient pourquoi j'étais, en train déjà de de m'intéresser aux émotions alors qu'il y avait d'autres choses intéressantes avant à faire. Donc j'avais le sentiment d'avoir pris le chemin à l'envers et je me suis dit: «Mince, là, je me trouve avec des personnes qui ont déjà un beau parcours de vie et moi, je vais faire comment pour être crédible, heu, en séance avec des personnes, qui auront un lourd passé ou qui voudront libérer des tas de choses hyper importantes que j'ai peut-être même pas vécues moi-même?» Et voilà, il a fallu travailler sur tout ça. Et comment tu as travaillé sur ça? Surtout l'aspect, j'ai noté l'aspect pas de soutien de l'entourage, pas manque de compréhension aussi, parce qu'en plus, Ouais, c'était il y a quelques années déjà, c'était encore moins connu qu'aujourd'hui. c'est ça, ouais. En plus, tu rajoutes, tu étais très jeune, comme tu disais, donc on a un peu ce côté de se dire que tu n'as pas assez de recul pour savoir dans quoi tu te lances. Ouais. Mais comment tu as géré ces difficultés-là d'avant? Parce que si tu Heu, n'avais pas su les gérer, tu n'aurais pas passé le cap. non, c'est vrai, c'est vrai, ça a été difficile, je pense. J'ai essayé de communiquer un maximum et après c'était pas dans les premiers temps, c'était pas de la communication, c'était plutôt des conflits, j'ai envie de dire. On me faisait comprendre autour de moi que c'était peut-être une erreur, qu'il faudrait que je réfléchisse bien, alors que pour moi, ce choix dépassait la réflexion. C'était vraiment, comme tu disais tout à l'heure, un appel. Donc je comprenais pas pourquoi on me disait de réfléchir alors que c'était tout mon être qui me mettait, les feux verts en me disant: «Vas-y et c'est maintenant». Donc c'était même urgent au moment où j'y suis allée, il fallait plus que je réfléchisse ou que je change d'avis autour de moi, on me réfrénait en me disant: «Réfléchis». Donc c'était complètement, ouais, c'était assez, perturbant. Donc j'ai essayé de me faire comprendre, et c'était, voilà, des conflits au début et puis, les mois passaient, comment dire? Comment dirais-je? Le discours des personnes autour de moi commençait à changer. On me disait: «Alors oui, fais ce que tu sens, mais essaie peut-être quand même de continuer en parallèle ce que tu as commencé, termine ce que tu as commencé». Et donc moi, dans tout ça, j'essayais aussi de me forger ma propre sécurité en me disant: Il faut que ce soit moi ma propre force, il faut pas que je me fasse, avoir par, les peurs des autres». C'est surtout ça, je crois, qui m'a aidée, c'est que j'ai compris à un moment donné que mon entourage me projetait leurs propres peurs et c'est quand j'ai compris ça, je me suis dit: «Bon, maintenant il va falloir que j'arrête, de communiquer sur ce que je fais, que de toute façon c'est pas ce qu'il me faut puisque ça me déstabilise à chaque fois. Maintenant il va falloir que je trace, que j'avance et puis, s'ils s'intéressent à ça, ils m'en parleront et puis si ça n'intéresse pas, il faut que j'avance». Mhm. Ça, c'est bien ça, de se dire que finalement, tu as le déclic, c'est-à-dire que, un, tu veux moins de conflits, parce que déjà, ça te demandait de l'énergie de te lancer. En plus, s'il faut Voilà, fighter avec l'entourage, c'est c'est ça. problématique. Et deux, de se dire que, en fait, une grosse partie, c'était leur peur à eux. Ouais. Good. Et comment, au niveau de... Ça, c'était pour la partie entourage. Pour la partie imposteur, tu as fait comment? Par rapport à l'âge, tu veux dire, Ouais, peu importe. Je me ou dis que côté le côté syndrome légitimité? de l'imposteur, c'est lié à beaucoup de facteurs. Ouais. Ça a été difficile aussi, mais je crois que j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont donné le reflet, en fait, que j'attendais. Ça, je pense que avec le recul, c'est ce que je peux constater, c'est les rencontres que j'ai faites qui m'ont fait constater que j'étais capable et que c'était possible. Donc Mhm. quand j'ai rencontré, le docteur Boutland, donc cette gynécologue, qui m'a ouvert les portes de son cabinet alors que je sortais tout juste, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je vaux rien, j'ai rien fait, j'ai même pas un CV à lui présenter et elle est prête déjà à me faire une place» et donc on en a parlé un peu avec elle et elle m'a dit: «Mais il y a tout» et moi ça me frustrait. Je disais: «Mais c'est pas normal que les gens voient mes capacités alors que moi-même, Alors que toi en tu fait ne les je les vois vois pas. pas». Voilà et c'est là que ça a commencé à mûrir et je me suis dit: «C'est pas possible, je peux pas attendre sur tout un chacun pour pouvoir, avancer».
À un moment donné, il va falloir que je me fasse violence et puis j'ai commencé à faire des petits, voilà, du travail personnel, un travail de listing, lister, voilà, mes qualités, prendre conscience de mes valeurs, travail d'estime de soi, confiance en soi. Après en pratique, ça s'est, concrétisé. J'ai commencé les premières séances en groupe et puis ça se confirmait. Je me suis dit: «Ah oui, donc je suis capable». J'ai tenu 1 heure et demie, j'ai pu animer 1 heure et demie de séance et puis de fil en aiguille comme ça, je me suis dit: «Non, finalement, ça va, je me sens à l'aise avec, des publics différents, je me sens à l'aise dans des structures différentes», et après j'ai lâché la peur. Je me suis dit: «Voilà, si quelqu'un n'apprécie pas, c'est que ce sera personnel et moi, en tout cas, je sais ce que je fais» et voilà, j'ai lâché ça, Magnifique. progressivement. Ouais, ouais. Magnifique. Ce qui est bien, c'est le processus de maturation finalement, de se dire, c'est pas normal que les gens voient mon potentiel, alors que moi-même, j'en suis pas convaincu. Ouais, C'est qu'il y a un gros souci, quoi. oui, c'est ça. L'inverse est normal, mais pas, pas dans ce sens-là. Ouais. Ok. J'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, tout ce travail sur soi, tu as parlé de travailler ton estime de toi, de listing, tout ça, ça a Oui. pris du temps. Ça a pris du temps et même encore aujourd'hui, parfois, je suis pas retombée à zéro, mais parfois il y a des périodes de doute et je me rends compte que je suis encore en train de renforcer tout ça, même si je suis pas en train de le découvrir ou de le développer, mais parfois je me dis: «Je suis encore en train de mûrir encore, ces points-là», ça peut être tout bête, hein, je me retrouve, je sais pas, avec, des personnes qui peut-être sont plus expérimentées ou qui me proposent des projets et puis j'ai pas d'idée tout de suite. Alors je me dis: «Mince, voilà, le doute revient. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis à ma place?» Donc c'est J'ai remarqué qu'il y a toujours deux phases dans le changement. Il y a la phase où c'est un peu comme un losange, voilà. L'image d'un losange. Donc, il y a la phase où on s'estipe de quelque chose jusqu'au milieu. Et ça, on peut le faire nous-mêmes. Mais il y a une mmh deuxième phase où on rencontre des gens qui sont plus évolués que nous et ils nous tirent. c'est ça. Et en fait, c'est tous les deux. C'est-à-dire, et dans cette phase où les gens se nous tirent, ben, c'est pareil, c'est une nouvelle zone, j'ai envie de dire, d'inconfort. Parce qu'on sent très bien la différence. Tu as parlé de projet, ça peut même être. Ah, je prends un exemple, tout simplement te faire une vidéo comme ça et discuter et demain peut-être faire une émission, passer derrière une émission radio, c'est pas la même chose. Pourtant, c'est tout de la Oui, vidéo. c'est vrai. Parce que la pression, le niveau de pression, les gens ne s'en rendent pas compte. Le simple fait de savoir que tu vas passer et que ce que tu vas dire sera visible, sera vu, c'est pas la même chose que de l'écrire, c'est pas la même chose que de le dire en audio, en podcast. Donc, c'est des petits paliers. Même simplement mettre une vidéo YouTube, c'est déjà un challenge. Donc, C'est vrai. c'est des petits paliers qui finalement réveillent des choses en toi. Et ils te montrent en fait qu'il y a quelque chose en toi en fait que, que tu ignorais même avant, mais qui mérite d'être travaillé. C'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai peur de mettre une vidéo sur YouTube? Je me rappelle mon premier article, j'avais mis 1 mois à le publier à l'époque parce que j'avais fini d'écrire l'article et je me disais, ah ouais, non, c'est pas assez bien, non, il y a tel problème. En fait, j'ai trouvé tellement de raisons et puis à un moment donné, je me suis dit, mais oh ben, ça fait 1 mois que tu trouves des trucs à pour juste, il fallait juste cliquer sur publier. C'était pire. Il y avait juste à cliquer sur un bouton. Mais le problème, c'est que dans ma tête, j'étais dans des schémas. Mais les gens qui vont lire mon article, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont voir que j'ai écrit des conneries. C'était mon premier article sur la procrastination. Oh là là, je veux surtout pas. Il faut que ce soit parfait. Alors, si j'imagine ça juste pour publier un article, combien de fois quand Ouais. pour toi, il faut tenir un atelier devant les gens, il faut entretenir des gens et il faut les guider. C'est ça le truc. C'est ça, il y a plein de choses à déconstruire, en fait. C'est pas du tout comme j'imaginais, mais en même temps, je suis contente de voilà, d'arriver comme ça sur le fait et de découvrir parce que le chemin est simple, mais tellement enrichissant aussi, donc Mhm. il y a plein de choses à déconstruire. Comme tu dis, c'est pas à pas et puis quand on arrive à valider tous ces paliers, on arrive au stade, voilà, où par exemple, on est là en tant que thérapeute et on veut absolument soigner, guérir. Il faut que ça marche, il faut que tout le monde soit satisfait. Ça pareil, après, c'est des paliers qu'il faut déconstruire. Il faut se délester un peu
toutes ces idées qu'il faut que ça fonctionne à tout prix, sur tout le monde. Mhm. Donc, Nickel. c'est un grand Ça, travail d'humilité au final. oui, 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 ça c'est clair. Et de vulnérabilité aussi. Aussi, oui. De vulnérabilité. Ça, c'était pour les peurs avant. Quand tu t'es lancé et que voilà, là tu as eu au cran de te lancer en tant que sophro, c'était quoi tes trois plus grandes difficultés? Quand je me suis lancée, donc, si je partais du point où voilà, Oui, il faut que je démarre l'activité. voilà, là tu étais à l'activité. Par exemple, la première dame qui t'a donné l'occasion d'exercer, entre guillemets, Oui, là tu avais un peu le bon dessus, mais dans ce parcours d'après, ok, j'ai accepté d'être sophrologue et du coup je matérialise ça. oui. C'est quoi tes difficultés majeures? Moi, je dirais que c'était enfin, le lieu d'exercice, ça m'a beaucoup perturbée, et bah, je pense que c'est un point qui touche pas beaucoup de monde. Enfin, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont rencontré cette difficulté-là. Moi, je voulais vraiment être dans un endroit qui me corresponde. Je pensais pas que ça allait poser problème. C'est quelque chose de enfin, c'est un détail pour beaucoup de gens, mais j'ai mis du temps à savoir, dans quelle atmosphère, dans quelle structure, je voulais exercer. Alors au début, je voulais tout faire, hein. Quand on arrive sur un nouveau projet, on veut tout découvrir, donc je me suis dit, «Voilà, un hôpital, ce sera très bien, un cabinet aussi, je prends tout ce qui vient», et en fait, on se rend compte que non, en fait. On n'est pas forcément fait pour tous les endroits, tous les milieux, et là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit: «Mince, maintenant la nouvelle quête, ça va être de trouver, où est-ce que moi je me sens bien pour exercer et faire un travail de qualité avec, la personne qui vient me consulter». Donc ça a été un vrai travail. Ensuite, je dirais, la deuxième difficulté, c'est de se faire connaître parce que ça, on en a parlé beaucoup, quand, dans mes débuts. C'est vrai que quand on sort de l'école, on n'a aucune clé pour ça. On nous dit qu'on est prêt, mais bon, sans clientèle, on va pas aller très loin, quoi. Donc on est content d'être prêt, mais en fait, sans personne autour, sans client, sans rien, sans clé, on ne sait pas comment faire, et donc là, ça pose un vrai problème, le démarrage, comment faire, comment se faire connaître, comment aller de l'avant, comment ça, c'est pareil, ça vient toucher aussi intérieurement des choses, pas faciles, quoi. Il faut se vendre, il faut, encore avoir confiance en soi, il faut oser, il faut donc ça, c'était assez compliqué pour moi, et puis, le dernier point, je pense que celui-là, il m'aura suivi un peu partout, c'est, me sentir légitime, hein. Ça, il m'a suivi, ça m'a suivi un bon moment, même si, voilà, j'avais trouvé l'endroit, je commençais à avoir un peu de monde. Ça, cette idée que je sois jeune ça, ouais, ça me posait problème. Si j'avais pu, voilà, je me serais, j'aurais voulu, animer des séances, et avoir 10 ans de plus. J'étais persuadée que ça allait m'apporter plus que, que d'avoir l'âge que j'avais, mais voilà. Ok, je retiens sécurité financière, sentiment d'illégitimité et rechercher une atmosphère qui te convient. Oui. Et aujourd'hui, comment tu les as finalement, comment tu as finalement trouvé l'atmosphère qui te convenait euh, et, et puis comment tu as fait face à ce problème de visibilité-là, concrètement? Alors, j'ai trouvé du coup ouais, l'atmosphère qui me convient, en ayant fréquenté ce qui n'était pas bon pour moi. C'est comme ça que j'ai trouvé. Donc c'est en fréquentant, différents lieux, que j'ai pu, bah, finalement, mettre de côté ce qui me plaisait pas. Donc j'ai démarré dans des associations, dans des petites structures, dans des écoles, à Nîmes, quand tu as été présent pour moi et que j'étais à tout prix, focus sur le fait de travailler dans un milieu hospitalier, ben, je me suis vite rendu compte que c'était pas une atmosphère qui me rendrait, heureuse finalement, et puis voilà, j'ai fait des petits lieux comme ça, des studios de yoga, ce genre de choses, et c'est à la fin en fait que je me suis dit: «Ben, finalement, en fait ce qui me plairait, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'était, d'être en campagne, pas très loin de chez moi, et entourée de peu de personnes et être au calme en fait».
Donc voilà, c'est un point qui a été assez compliqué à accepter et je ne sais plus la deuxième question qu'il m'a posée. La deuxième question, c'était le fait de la visibilité. Le Et fait... ouais. Alors oui, par rapport à ça, bah, j'ai eu besoin d'aide, dont toi, qui m'a pas mal, aiguillée. J'ai commencé au début un peu comme tout le monde, à faire un compte Instagram, mais bon, qui a pas forcément payé. J'ai fait de tout ce qui était bouche à oreille. J'ai investi sur pas mal de tracts, enfin ce genre de choses, des cartes, des flyers. Je me rappelle, j'ai passé des heures dans les rues de Paris, là où mon cabinet est situé pour, en donner le maximum, et enfin c'était compliqué, toujours pas de clients. Enfin j'ai vraiment, ouais, je me suis donnée, physiquement, énergétiquement pour avoir un peu de visibilité et même là, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Oui, c'est clair que c'est... Moi, ce que j'ai pu expérimenter, il y a vraiment, on va dire, peut-être trois paliers de difficulté. Le premier, c'est déjà que aller vers l'autre, ce côté d'aller vers l'autre avec ce sentiment que tu dois convaincre quelqu'un, Mmh. qui plus est pour qu'il paye, déjà, ça te met mal à l'aise. Ça met mal Ouais, à l'aise. Moi, on ne s'en rend jamais compte à quel point, parce que quand on est salarié ou quand on travaille, on n'a pas amené à faire ça, en fait. Donc, on est dans notre zone de confort. Même si on a à convaincre quelqu'un, ce n'est pas d'acheter quelque chose. C'est une autre forme de négociation. Mais alors que quand tu dois aller déjà chercher les gens, tu dois les interrompre, tu as juste l'impression que tu commandes quelque chose. Bon, ouais, si en plus ça, il y a donc ça rend inconfortable quand on n'est pas habitué à ça. Ça, c'est de un. De deux, ça demande de la quantité parce que tu débutes. Donc, tu n'as pas encore de la crédibilité, tu n'as encore rien du tout. mmh, Pas que toi et ta confiance en toi, en tout cas, ce qu'il y en a à ce moment. Donc, il y a quand même un minimum de quantité pour que, quand les statistiques jouent, peut-être que 10% de tout ce que tu auras abordé seront peut-être intéressés par ce que tu l'as dit. Je dis bien peut-être. peut-être, ouais. Et le dernier, c'est vraiment le côté connexion émotionnelle. C'est que là, tu parles de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est pas comme, si, c'est pas comme du pain, j'aime bien dire. Quand tu parles du pain, les gens, c'est un Mmh, besoin alimentaire. Les gens ne se posent pas la question de à quoi ça sert. On sait que c'est normal. Et en plus, c'est un plaisir. Donc, ça fait sens tout de suite. Mais quand on parle mmh, d'accompagnement, non seulement les gens, ils doivent se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que là, c'est la santé mentale. Vu que j'arrive à marcher encore sur quatre, sur mes pieds, bon, je sais pas, est-ce que j'en ai c'est ça, besoin? Et en plus, est-ce que la personne doit me correspondre? Il y a vraiment le côté connexion émotionnelle qui est hyper important. c'est vrai. Donc, les trois paliers font que ça rajoute, ça rajoute. Et là, j'ai même pas parlé du fait de ne pas être à l'aise avec les réseaux sociaux, de pas... ça, je mets ça de côté. Juste pour Ouais, dire que les obstacles sont immenses et tu ne peux pas te cacher. C'est-à-dire que finalement, chaque fois que tu essayes de prendre un raccourci pour fuir la difficulté de t'exposer, tu finis par te rendre compte que ça t'a fait perdre du temps, ça t'a fait perdre des mois. ouais. Ouais, c'est comme un cercle vicieux et on se demande comment les autres font. Puis quand on s'interroge, on se rend compte que, bah, eux, enfin pour tout le monde en fait, c'est compliqué, qu'il y a pas on s'attend vraiment à ce qu'une méthode marche pour tout le monde quand on débute et en fait, on se dit que, bah, non, ça c'est pas comme ça en fait. Il y a de tout quand on se lance là-dedans, enfin on met de soi, de son énergie, il faut c'est très complexe finalement. On n'attire pas les clients comme ça, c'est même quand on propose un flyer à quelqu'un, comme tu disais, ça va demander de la réflexion de la part de la personne qui le reçoit et puis c'est pas direct quoi, c'est pas direct. Même si la personne en a vraiment besoin, elle va déjà se remettre en question elle-même, elle va remettre en question ses finances. Est-ce que c'est possible pour elle ou pas? Donc non, non, c'est pas simple. Mhm. On en a longuement discuté quand on faisait les entretiens avec les thérapeutes, les sophrologues notamment. C'est revenu plusieurs fois. Et je dirais même encore, il y a un dernier point, tu l'as mentionné au début, c'est le fait de ne pas être préparé à ça psychologiquement, ça amplifie encore le truc. C'est-à-dire que si en plus de tu te dis que tu sors et que tu es prêt, tu t'attends pas, voilà, c'est quelque part, tu aimes le côté humain, mais tu ne Mmh. te dis pas que la dimension entrepreneuriale va être aussi importante. Limite même, c'est plus important au début que ta dimension thérapeute, vu que si tu n'as pas de personne à accompagner,
C'est ça. Tu peux même pas t'exercer et tu risques même Ouais. perdre d'expérience que tu as acquis à l'école, que tu as acquis à l'école, etc. Donc, c'est un enjeu important et si au moins psychologiquement tu es préparé, ça peut permettre de ne pas être défaitiste ou bien de pas rentrer dans la victimisation, de te dire, comme tu as dit, que c'est pareil pour tout le monde et que voilà, il va falloir mettre du sien, c'est-à-dire s'exposer pour que Ouais. ça puisse marcher potentiellement. Et bien sûr, en jonglant avec le côté sécurité financière à côté parce qu'il faut bien vivre. Et oui. Ouais. Donc, ça va être des petits boulots par-ci, par-là. C'est ça. Et c'est pas facile. Et ça permet, ça va, je pense que ça quelque part, ça teste à quel point tu veux faire ce métier. C'est-à-dire, quand finalement tu te rends compte qu'il y a autant de difficultés, tu peux facilement te dire, ben, je suis pas prêt à souffrir autant pour C'est vrai qu'on en... faire cela, en Ouais. fait. Donc, mieux, je me redirige vers une autre voie qui est peut-être pas celle qui me correspond, mais qui, en termes de sécurité financière, sera meilleure. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, on est tous heureux, hein, quand on sort de la formation, on se sent tous prêts, on se sent tous d'attaque, on va vivre un grand rêve, enfin voilà. Et en fait, quand on arrive sur le terrain, au bout de, allez, je dirais 6 à 8 mois, il y a la moitié des personnes avec qui on était qui, comme tu disais, ont senti que finalement il fallait reprendre un boulot, un job, quelque chose parce que, bah, c'est la déception. Ils se sentent pas d'attaque pour continuer, plus longtemps que ça à chercher, à essayer de, voilà, se mettre en avant et ça fatigue en fait. Ça fatigue beaucoup de jeunes thérapeutes de se dire qu'il y a rien, ça se développe pas assez vite, donc oui, il y a beaucoup de personnes qui finissent par reprendre leur vie d'avant et voilà. OK, on va pouvoir passer à la suite. S'il fallait reprendre, qu'est-ce que tu ferais différemment? En termes, bon, entre guillemets, Hem, s'il y avait des suggestions à tenir compte pour éviter que le chemin soit trop difficile pour certains, qu'est-ce que mmh. tu suggérerais? Ah, De bien Ouais, bah, je conseillerais de bien prendre en considération que c'est pas quelque chose qui va se développer dans l'immédiat. Il faut vraiment l'accepter, même si on a le cœur, prêt, qu'on veut aider, le monde, on a aussi un travail à faire sur nous, en même temps qui se fait, qui se développe, en même temps que le développement de l'activité justement et il faut accepter que les résultats n'arrivent pas au sortir de la formation. Heu et puis je dirais bah, ça aussi, c'est pas forcément quelque chose auquel, enfin, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre, mais quand on fait ce genre de formation, en tout cas pour l'instant, vu qu'elles sont pas encore tout à fait reconnues et que tout le monde n'est pas encore sensibilisé, à haut niveau, on va dire. Je dirais que le conseil, c'est de toujours garder, bah, un job, quelque chose à côté parce que, voilà, ça va donner la force aussi de se dire que, on peut avancer tranquillement, développer sereinement et tout en gardant même quelque chose qui peut ne pas forcément convenir à 100 mais d'avoir cette petite sécurité pour traverser les épreuves justement. mhm, Se reposer sur quelque chose, un petit job, donc voilà, ça c'est la chose que je répète tout le temps. C'est souvent, hein, qu'on me contacte, enfin des amis qui veulent, faire la formation de sophrologue, elles savent pas comment faire et c'est le premier point que je dis, c'est voilà, ne quitte pas ton emploi tout de suite à 100 aménage-toi, tu diminues tes heures, fais ce que tu peux, mais garde-toi quelque chose parce que ça va pas porter ses fruits, dans l'immédiat. mhm, Mais j'encourage toujours par contre, voilà, si c'est quelque chose qui parle, il faut se lancer quand même. mhm. Donc il y a vraiment ce côté terre à terre à garder et l'appel du cœur à suivre, vraiment. C'est Aller le un côté équilibre, pragmatique avec le cœur, complètement. Ouais, à suivre avec le cœur. Machin. OK. Euh, OK. Et malgré tout ça, tu as quand même continué. Donc, je me ouais. dis que tu en tires quand même une forme de satisfaction. Lesquelles? Alors je dirais que même si, c'est pas comme je l'avais prévu,
Mais il y a pas mal de choses, déjà c'est un cursus, un voyage qui m'a permis déjà de grandir, d'apprendre énormément. C'est un peu la suite logique de ce que j'ai commencé quand j'étais petite, ça du corps humain à la psychologie, j'ai développé, j'ai continué sur les émotions et pour ça, rien que pour ça, je sais que je me suis pas trompée. Et puis, ouais, ce sentiment de se sentir utile aussi, heu, j'ai appris, énormément, hein, de le donner, le recevoir, qu'on sait bien de faire ce genre de métier, mais quand on donne et qu'on prend pas le temps de recevoir, c'est destructeur aussi. Enfin, j'ai vraiment appris les zones d'ombre, les côtés lumière du métier de thérapeute finalement, parce qu'il y a aussi les difficultés, même quand on s'en sort, quand on a de la clientèle, quand l'argent rentre, il y a aussi des choses à gérer à côté. Heu, on traite des émotions, il faut en même temps prendre soin des nôtres. Ça, c'est difficile aussi pour un thérapeute. Je pense qu'on passe tous par là à un moment donné. Donc voilà, c'est satisfaction, c'est celle-là, c'est que ça m'a remplie, ça m'a comblée de plein de belles connaissances et de me sentir utile quand je le fais et puis de me dire aussi que c'est infini, que c'est pas une connaissance qui va s'arrêter. Ça me sécurise beaucoup de me dire, c'est pas je peux pas m'ennuyer en fait. Chaque personne que je vois a des émotions différentes, a un cheminement, différent et je tomberai jamais sur le même enfant ou la même personne et c'est en ça que je me dis que, bah, je peux faire ça toute ma vie et tout ira bien parce que bon, je m'ennuierai jamais donc pour des hypersensibles comme nous, l'ennui, c'est quelque chose de très sérieux donc Un un poème majeur. ah oui, c'est ça. Donc là, ça me rassure beaucoup de savoir qu'il y aura toujours à faire, voilà. Il y aura toujours à faire et que ce sera différent. Voilà, exactement et Ce puis ne la sera pas complexité monotone. aussi. J'aime que ce soit complexe, tout ça. Voilà. Là, je pense que ceux qui vont écouter cette partie vont se dire: «Ah, il a eu un problème». Oui, oui, c'est pas D'habitude, d'habitude, les gens ils aiment bien quand c'est simple, pas quand c'est complexe. ah oui, non, je pense que c'est ça aussi, que c'est ah bah, c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est aussi un point qui permet de savoir si on est vraiment fait pour ce genre de métier. Si on aime la simplicité, les choses qui vont vite, non. Être thérapeute, c'est vraiment aller chercher le détail, c'est du sur mesure, c'est de l'observation, de la patience, donc on est obligé d'aimer la complexité. Ça marche. Et en tout cas, de savoir faire avec la complexité, ça c'est sûr. Ouais. Comment là, on a beaucoup parlé de l'aspect sophrologie, mais qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui avec, le côté transmission, ou le côté accompagnatrice, il y a envie d'adolescents, des choses comme ça? Alors tu veux dire comment j'allie les 2 Oui, comment ensemble? tu allies les 2 concrètement? Mmh mh. Hem, alors là, du coup, c'est très récent, donc je vais parler, Mmh mh. au futur très proche parce que c'est quelque chose que je vais mettre en place là, bah, dès demain, en fait. Mmh mh. Parce que c'est la rentrée des classes, en Gironde et donc je vais commencer un programme que j'ai réfléchi, bah, par moi-même, et que je vais proposer justement à l'équipe enseignante, pour des enfants qui justement, ont des difficultés à étudier, dans un cadre collectif et qui ont aussi des difficultés à gérer leurs émotions dans ce même cadre, en fait. Donc je vais, proposer, donc à l'école dans laquelle je suis de pouvoir extraire en fait l'enfant 1 heure ou 2 dans la journée pour pouvoir, bah, pour qu'il puisse déjà s'exprimer et déjà se sentir mieux et puis qu'on puisse travailler à un rythme qui lui correspond déjà et en parallèle de ça, dès qu'il aura des moments où, il se sentira sous pression ou un peu, ou on va dire en détresse émotionnelle, qu'il aura du mal à gérer, le laisser, de la place et de l'espace pour pouvoir, rentrer dans sa bulle, se recharger et puis reprendre, le travail qu'il est censé faire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place, déjà pour observer ce qui se passe et puis ensuite, petit à petit, comment dire? Intégrer des petits exercices de sophrologie,
pour voir un peu comment ils réagissent à ça et voir un petit peu si ça aide, à gérer, ensuite leurs émotions en classe, en collectivité. Donc je pense que c'est quelque chose que je pourrais pas, enfin c'est des résultats que j'aurais pas avant quelques mois, je pense. Mais voilà, j'essaie de pas partir, dans un esprit de performance. J'essaie de me dire que je suis là pour les soulager déjà et puis on verra, advienne que pourra, on va voir, comment ils réagissent Ça, et c'est un puis état après, d'esprit. Mhm. voilà, j'aimerais bien après que ça puisse, juste les soulager et puis qu'ils se sentent mieux, en groupe et puis dans leur cellule familiale, que ça puisse après impacter, d'autres endroits à l'extérieur. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment nouveau, donc voilà, c'est des choses simples, juste, me coller à leur rythme, respecter leur temps de ressourcement et puis, intégrer des petits exercices pour, les libérer plus vite quand ils veulent peut-être passer à des moments de colère ou qui passent à des modes, d'hyperactivité, voilà. Leur montrer qu'ils peuvent se canaliser, que c'est possible aussi, qu'ils prennent conscience de ça et voilà. Magnifique, magnifique. C'est bien cette réflexion de programme, hein, ça crée de la cohérence. C'est un Oui, peu comme une cuisine où il y a un plat à la fin, mais il y a les ingrédients et on est outillé, mais ça demande de savoir agencer les ingrédients. Tu mets le sel avant, telle chose, c'est plus la même chose. c'est ça en fait, Donc, c'est le mot programme traduit vraiment le côté de je connais les outils, mais il y a toute cette nécessité de personnaliser à la situation et ça demande quand même une réflexion en détail en fait. Du gamin, de la personne dans sa parole. Là, tu as des enfants, donc il y a la cellule familiale, il y a l'école, donc il y a tout un écosystème autour de la personne, au-delà même de comment elle se comporte, et ça rentre en jeu. c'est ça. Tout en sachant que, enfin moi je pars ma base de données de départ, c'est l'hypersensibilité. Je pars avec ça. Pour moi, je me dis que c'est ça l'élément, de base et donc si j'ai ça et que j'ai compris que c'est fragile et que c'est hypersensible, alors la conséquence, c'est il faut que j'agisse, en amenant progressivement les choses, les points. Il y a toute cette question de rythme. Il faut tout, comment dire? Mettre, au rythme de l'enfant, quoi. Tout doit être adapté parfaitement, donc je vais essayer de faire au mieux et voir ce que ça donne et après je sais pas, je me dis que ça peut être aussi un bon départ pour, la sophrologie et toutes les personnes qui s'intéressent à ça pour, intégrer la sophrologie dans l'éducation nationale, même si, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Mais, voilà, je me dis que c'est un bon test. Très bien. En tout cas, beaucoup de courage. Ça, Merci, je vais en avoir besoin. ouais, ça, c'est sûr. Un bon challenge. En Oui. fait, on va maintenant arriver au dernier point. C'est en quoi est-ce que j'ai pu t'aider? Tu as déjà un peu mentionné un peu avant. Oui, alors, ah bah, on s'est rencontrés il y a peut-être, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir justement à ça. Je me disais: ça va bientôt faire 4 ans, je crois. Donc quand on s'est rencontrés, j'étais sur le point d'emménager à Nîmes parce qu'à ce moment-là, je sentais qu'il fallait que je quitte en fait, la région parisienne pour travailler dans des meilleures conditions. Hem, à ce moment-là, j'étais à peu près persuadée que oui, que cette atmosphère-là me conviendrait mieux. Donc une toute petite ville, au sud, dans le sud-est. Et je m'étais dit que j'allais, voilà, dès mon arrivée, commencer à prospecter, les hôpitaux. C'était mon idée, je voulais à ce moment-là, intégrer une équipe médicale pour travailler en sophrologie et sur la douleur. Et quand on s'est rencontrés, voilà, tu m'as un peu parlé de toutes les possibilités, tes capacités à pouvoir m'aider à développer, une activité, de thérapie et donc on a commencé à mettre en place, un programme de prospection, d'apprentissage, de prospection à distance parce qu'il faut aussi préciser que c'était le contexte covid. Mais bon, moi j'étais motivée, c'est pas ça qui m'arrêtait, moi la peur que j'avais, c'était vraiment de pas savoir, voilà, comment faire
pour me vendre, je savais qu'il y avait des possibilités à ce moment-là et je me suis dit: «C'est maintenant qu'il faut agir» et donc voilà, tu m'as aidée à prospecter, dans toutes les structures hospitalières, de là où j'étais, par téléphone, par mail, tu m'as ouais, tu m'as rendue plus, on va dire, plus solide par rapport à la façon de relancer les professionnels, comment réagir, heu, comment s'exprimer, comment oser parce que, bon, faut dire quand même que j'ai réussi à intégrer en plein covid, un hôpital, central de Nîmes et que j'ai réussi à arriver jusqu'au chef de service. Quand j'y repense, ça me fait rire, mais je me dis, non, non, c'était très formateur et je me suis rendu compte que quand vraiment on veut faire quelque chose, peu importe le résultat au bout, tout est possible quand on est déterminé et qu'on met les choses en place, avec de la rigueur. Donc tout ça m'a permis de oui, aujourd'hui, de savoir comment approcher des professionnels, dans un milieu que je connais pas du tout. Parce qu'il y a ça aussi qui peut freiner, c'est je me demandais comment approcher des médecins, des chefs de service, leur parler de ce que je fais, alors que j'ai pas leur vocabulaire, j'ai pas de preuves scientifiques, je sais très bien que c'est des personnes qui sont en demande de ça et j'avais peur de me ridiculiser en fait, face à ces personnes-là et en fin de compte, tout s'est très bien passé. J'ai pas une seule fois, je crois, je n'ai eu de non, de mauvaises retours ou de conversations humiliantes ou méprisantes de la part de médecins, finalement, c'était que des peurs. Donc heu, donc voilà, tu m'as aidée en tout ça, en tout ce qui était apprentissage et prospection, et tout s'est concrétisé après, et ça on ça aussi c'était assez drôle. Tout s'est concrétisé après, dans la ville, d'après, que j'ai rejoint, donc Bordeaux. Donc heu, donc c'était un travail, bah, qui a payé, Oui, c'est toujours un côté, c'est bien, quand tu parles même, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. C'est que on ne se rend pas souvent compte à quel point ça peut impacter les autres. On se dit que bon, ah, on donne une information comme ça. C'est un ami qui me disait ça. Ah, oh, ben, tu m'avais dit ça il y a un an et tout. Après, j'ai compris. Bah, je c'est dis, ça. moi, j'avais oublié ça. On parlait, en fait, on parlait de la mise en place d'habitude. Et quand il commençait, il voulait se mettre au sport à domicile. Et en gros, il voulait le faire tous les jours. Et je lui ai dit, attends, pas du principe que tu vas le faire 5 fois par jour, de garder cette flexibilité. Comme ça, le jour, il va y avoir des jours où tu ne vas pas le faire, mais que tu ne te mettes pas la pression parce que c'est normal. Tu t'es dit, c'est 5 fois par. Donc, le jour où tu ne le fais pas, c'est juste un qui est grillé. Voilà. Mais il m'a dit qu'au moment où je lui disais ça, il n'a pas réagi, mais il n'y croyait pas, il voulait pas, il voulait faire 7 fois par jour. Sauf qu'il a très vite vu que quand il le faisait, quand il ratait, parce que forcément il devait rater, ça lui mettait une pression de ouf parce qu'il se critiquait, se jugeait, se disait pourquoi elle ne peut pas. Et en plus, la conséquence, c'est qu'il repartait dans des mauvaises habitudes, que ce soit Netflix, les films qui traînaient. Alors que simplement se mettre la flexibilité, de s'autoriser Mmh. à des marches d'échec, à une forme de compromis échec-réussite, ça faisait qu'il était plus zen quand ça arrivait. Mais moi, j'avais oublié le truc. Ça fait plus d'un an. J'étais plus sur ça. C'est dans une discussion comme celle-là Oui, et c'est là où j'ai mesuré l'ampleur, en fait. Moi, c'était un détail parmi tant d'autres. Donc, quand tu parles, en fait, c'est là où je mesure certaines ampleurs. Euh, et puis, je me rends compte que oui, j'avais pas forcément toute la perception de ton côté. Il y a perception de mon côté, voilà. Et aussi, tu m'as beaucoup aidé parce que c'est toujours un échange. oui, Comme de calibration où tu te rends compte, c'est pas que l'autre, mais tu te rends compte de comment l'autre se comporte face à des situations que toi tu apprends différemment et tu te dis, il y a un truc bizarre, ça veut dire qu'il y a une autre façon de procéder dans ce truc. Ok. mais c'est vrai À que c'est l'époque, j'avais pas tendance à être trop, trop rapide. Je voulais trop aller vite. Trop aller vite. Une fois, je m'appelle, tu m'as dit, ben non, quand il faut aller lentement, c'est qu'il faut aller en profondeur. Tic, ça fait tic dans ma tête. Je dis, ah ouais, en fait, oui, parce qu'on a souvent cette tendance de croire que parce qu'on fait pause, on est en train d'échouer. Alors que bah, c'est non, ça. faire pause, c'est on est en train de grandir, aller en profondeur. Mais ça ne se voit pas. Mmh. C'est ça le problème. Ça ne se voit pas. Et du coup, déjà, nous, on a la pression. En plus, toi, on est en mode, ouais, mais les résultats, ils sont où? Ouais, je vais leur dire que c'est en profondeur que tu grandis. Il va encore plus se moquer de toi. Ah, mais c'est vraiment ça et puis heureusement qu'on communiquait beaucoup parce que moi aussi j'avais des incompréhensions parfois. Je me suis dit: «Mais
mais comment il fait pour avoir cette énergie-là, de pouvoir aller vite? Moi, je me sentais hyper lente, je me sentais vraiment extrêmement lente dans ma façon de procéder et en fait, au final, avec le recul, on s'est aperçu, bah, toi, que tu m'as apporté une certaine énergie dans ce que je faisais et puis, bah, moi, que je t'ai aussi, du coup, inculqué cette façon d'aller, de travailler lentement. Enfin, ça paye aussi, il y a du bon dans les 2 et non, non, ça, c'était très, Ça, c'est ça. ouais, Et j'avais besoin, parce qu'il y a une différence entre vouloir aller vite et aller vite. En réalité, par rapport au volume de travail, tout ce qui avait vraiment la rapidité, c'était, à l'époque, c'est plus de l'impatience. C'est ça que je comprends. C'est-à-dire, quand tu es sous pression, que ça fait des années que tu travailles sur quelque chose, les résultats, ils viennent pas. À un moment donné, tu veux croire que ça va venir. Donc, s'il y a un projet qui doit normalement faire prendre en 8 mois, tu vas vouloir croire que tu peux le faire en 3 mois. Et du coup, tu vas te mettre une pression par mmh, rapport à 3 mois, même si tu sais que c'est peu probable. Et tu vas te mettre cette pression, ça va au moins au début, ça va te nourrir parce que c'est possible. Jusqu'au moment où à 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi, tu comprends bien que ce sera jamais possible. Mais en plus que ça nécessitait 3 fois plus de temps. Donc, tu étais dans une illusion tout le temps. Et quand tu le fais une, 2 fois à moi, tu dis, bon, OK, on va arrêter de se mentir. On mmh, va essayer de bien planifier et peut-être d'aller à la vitesse qui est la nôtre. Et par contre, ça demande de lâcher prise sur pourquoi est-ce que tu veux aller vite au juste? Où est-ce que tu veux pourquoi est-ce que tu veux tant arriver à cet résultat? Qu'est-ce que tu veux prouver en fait? À qui tu veux le ouais, prouver? Donc, quand tu lâches la vitesse, que tu rentres plutôt dans la discussion, dans des réflexions de profondeur de finalement, tu essaies d'avoir de la validation de l'extérieur, ça crée un déclic. Tu comprends qu'en fait, la vitesse n'est que le résultat de cette validation. Donc, si tu mmh, travailles sur ça, tu n'as plus besoin parce que tu te ressens sur toi. oui, Et ça a été, c'était un mois de septembre, je ne sais plus trop quand, mais ça m'avait beaucoup. Et de toute façon, la vie ne me demandait pas de mon avis, hein, je devais aller lentement, donc ça ne dépendait même pas de moi. C'était à moi de m'ajuster. Et plus je ne m'ajustais pas, plus je souffrais parce que j'avais toujours cette impression de déphasage. Et oui, dès le moment où j'ai dit, ah, OK, la profondeur, ça m'a fait voir les choses différemment. Et rien que ça a changé beaucoup. Ça a changé l'autosatisfaction que j'avais sur mon évolution. Et toi, tu dis que je suis rapide, mais moi, je me trouvais très lent à l'époque. Même maintenant, beaucoup de personnes me disent, ouais, je dis, ouais, je leur dis tout. C'est pas parce que tu es assis devant un PC pendant 3 heures que tu bosses pendant 3 heures, hein. Parce que pendant 1 heure, tu es en train de penser à d'autres choses. Tu es là, mais tu es ailleurs. Donc, je sais que je connais des gens qui sont beaucoup plus rapides que moi, plus productifs. Moi, je me trouve assez lent. Je sais que comme je me connais maintenant, mon capital, ça va être peut-être dans la réflexion, d'aller vite dans la réflexion, de gagner du temps. Mais c'est que dans la matérialisation, je prends beaucoup plus de temps. Donc, ça se ah passe bah, au voilà. long terme. Je suis exactement pareil. C'est des pensées très flash et après quand il faut, matérialiser là, c'est toutes les émotions qui rentrent en jeu, l'état du corps, l'état d'esprit, tout doit être calibré parfaitement et Mm. Ce mais qui, voilà, non, non, c'est ce qui m'aide aujourd'hui, c'est juste que, bon, avec le temps, comme il y a du coup moins ce côté, il y a eu un travail, il y a plus de liberté intérieure, donc il y a moins de friction entre ce que je pense et ce que je veux faire. C'est pas que c'est tout rose, mais il y a moins de friction au niveau émotionnel. Et même qu'il y en a, je sais déjà au moins par quel bout prendre le truc. Donc, ce n'est pas des problèmes insurmontables. Et ça te fait au moins te sentir en sécurité, plus libre. J'aime bien le mot libre, libre même d'abord de ses propres peurs. Euh, ouais. et ça réduit le champ, ça réduit grandement le temps que je mettais pour faire des petites choses qui sont, pour certains, c'est des petites choses, mais pour moi, c'était des grosses choses. C'était des projets limites. Ouais, non, c'est intéressant. On n'a pas tous, cette conception-là des choses, mais quand c'est là, on n'a pas le choix que de prendre en compte ça pour avancer donc bon. OK. Ben, merci beaucoup, Gonel. On Bah, est c'est arrivé moi, au Aubin, qui te terme de... remercie. Je pense que ça va beaucoup aider d'autres personnes. Je vois, il y a eu plein de passages. C'est toujours, à chaque interview, je suis en mode, ouais, il y a toujours, c'est imprévu, mais plein de passages. Et je vois déjà les déclics que ça peut créer. D'accord, bah, je Et serais quelqu'un qui... ravie, que ça puisse aider, et puis comme tu disais, faire gagner ne serait-ce qu'un peu de temps,
Et puis éviter des peurs, éviter des doutes de certaines personnes qui se lancent. C'est toujours plus agréable Hmm. donc voilà. Merci pour, l'invitation. Ben, merci beaucoup. On se dit, tu passes un bon dimanche. Merci, toi aussi. OK, À je vais bientôt. arrêter l'enregistrement. Hop.